Bonsoir, messieurs, dames. Je sais que vous êtes là, toujours présents au rendez-vous. Vous êtes sur votre émission Culturelle et je vous en remercie infiniment. L'Afrique ambiguë, l'Afrique étranglée, l'Afrique est mal partie, l'Afrique trahie et que sais-je encore. Tant de titres évocateurs du mal-être sur le continent noir. Au rendez-vous des civilisations, l'Afrique apparaît souvent comme malade, incapable de s'offrir les soins adéquats. L'Afrique malade, malade de ses enfants, malade de son sous-sol et de ses valeurs, malade de ses manières et formes de pensée. L'Afrique malade, oui, mais dans un monde qui se globalise, point de place pour les faibles et les malades. Alors, l'Afrique doit prendre la mesure des choses et assumer pleinement ses responsabilités. C'est à cette réflexion que nous convie l'auteur que nous avons sur le plateau de Culture M ce soir. Gardez vos positions de courte, vous ne serez pas déçus. Mais avant tout, nous allons partir à la découverte de celui-là. Lueur sur un visage, s'il vous plaît. Merci bien, merci la régie. Bonsoir encore. Bonsoir. Et vous êtes sur l'émission Culturelle et je vous dis soyez les bienvenus. Merci. Dans ce studio splendide de l'ERTB. Merci beaucoup. J'espère bien que ce n'est pas la première fois. Vous êtes un habitué des caméras? Non, je ne suis pas un habitué des caméras. Pas vraiment? Non, pas vraiment. Non. Ah, d'accord. Bon, mais voilà, vous êtes sur cette émission parce que et voilà, vous êtes l'auteur de ce livre que je suis en train de montrer là aux téléspectateurs. Et c'est de ce livre-là que nous allons parler ce soir. Mais avant, le rituel culturel veut que l'invité se présente et c'est ce que je vous demanderai donc de faire en quelques minutes pour qu'on vous découvre un peu plus. Bien, bonjour. Je m'appelle Patrice Toinfordé, je vis en France. J'ai une fille de 7 ans. J'étais marié et divorcé. Actuellement, je vis avec ma compagne en France. Voilà. Voilà. Donc, comme on le dirait, c'est les Béninois de l'étranger, comme on vous appelle souvent. Voilà. Donc, vous êtes quand même, vous êtes en France, vous êtes ingénieur, vous ne l'avez pas dit. Oui, je suis professeur contractuel de génie mécanique. J'ai fait aussi une formation d'ingénieur généraliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, généraliste, ingénieur généraliste? Comme le dit le terme, c'est la base, c'est le maths physique. Donc, c'est touche à tout, quoi. Quand on parle des médecins généralistes. Ah, d'accord. C'est la même chose. Cela veut dire que vous pouvez toucher à tout? Ouais. À tout? Tout à fait. Au vrai sens du mot? Tout à fait. Bon, mais tant mieux. Alors, donc, vous êtes, comme je le disais tantôt, vous êtes l'auteur de ce livre, Devoir de vérité aux Noirs. Les Noirs doivent se prendre en main. Tout un programme, c'est, comme on le dit, déjà assez évocateur. Mais avant d'en arriver donc au contenu du livre, je vais quand même déjà commencer par vous dire qu'est-ce que vous mettez dans ce titre-là? Qu'est-ce que je mets dans ce titre? Oui. Devoir de vérité aux Noirs, dans un premier temps, c'est la conscientisation, l'éveil africain, la sensibilisation, la cassure de la chaîne coloniale mentale. Deuxième ressort, les Noirs doivent se prendre en main. Une fois que la cassure coloniale mentale elle est faite, nous avons le droit, nous avons le devoir d'agir. Et d'agir tout de suite. Tout de suite. L'action, tout de suite. Voilà. Donc, vous êtes pour l'action, vous êtes pour disons, la révolution mentale, comme vous aimez à le dire. On va y revenir tout à l'heure. Mais bon, voilà, vous êtes sur Culturem et il y a un petit cadeau, comme on le dit, sur Culturem souvent. Délices Culturem. On vous offre une petite pause musicale avant de d'entrer dans les détails avec vous. Merci. Délices Culturem, s'il vous plaît.
Bien, merci. Alors, on revient à votre livre, Devoir de vérité aux Noirs. Les Noirs doivent se prendre en main. Et déjà, moi, je ne sais pas pourquoi vous avez voulu appeler vos frères des Noirs. Pourquoi vous ne parlez pas d'Africains? Tout simplement parce que les Noirs, il n'y a pas que les Africains qui sont noirs. Et moi, je suis plutôt sur une vision d'une communauté noire mondiale. J'en ai évoqué dans mon livre d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle de la mondialisation, de la globalisation. Bien sûr. Donc il faut être unis, il faut être fort, il faut de grands ensembles pour pouvoir faire face à ce défi que nous avons devant nous. Voilà. Voilà. Donc ce n'est pas, disons, un auteur qui se place dans la peau d'un blanc pour faire des leçons aux Noirs. Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'en ai même parlé, j'ai dit les Noirs de tous les pays, unissons-nous. Qu'on ne soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, qu'on soit unis, qu'on soit forts. L'union fait la force. Pouvoir Là, vous reprenez le slogan des prolétaires, c'est ça? Comme vous voulez. Prolétaires de tous les pays. Unissons. Bon, mais tant mieux. Alors, ce qui est déjà intéressant dès le début, si on peut ainsi dire, ce qui a suscité ce livre-là, et vous parlez de comment le livre est né, et vous parlez donc de certaines images qu'on véhicule souvent sur l'Afrique, et ces images-là vous ont choqué à un moment donné, puis vous avez voulu réagir, et c'est comme ça qu'est partie l'idée de sortir ce livre-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces images qui vous ont choqué? Oui, c'est simple. Vous savez que en Occident, quand on montre le noir, c'est toujours des stéréotypes. Le noir est incapable. Le noir est un sous-homme. Le noir n'a pas les capacités intellectuelles, techniques. Le noir, quand il est bon sur la tête, dans quelques domaines qui sont le sport, la danse, la musique, amuser la galerie. C'est dans cette case-là qu'on nous ferme. Et tout le temps, c'est comme ça. Que ce soit dans les manuscrits, que ce soit sur les télévisions, c'est toujours la même chose. Et donc, à un certain moment, je me suis dit, pourquoi est-ce que les gens n'en parlent pas? Pourquoi est-ce que les gens ne ressuscitent pas tous ces inventeurs, tous ces grands hommes, que ce soit dans le domaine technique, politique et autres, pourquoi les gens ne le font pas? Et puis je me suis dit, mais pourquoi toi tu ne le fais pas? C'est comme ça que l'idée m'est venue. Et je me suis mis au travail. Et ça a donné les livres que vous avez devant vous. Voilà. Je parlais tantôt de reportages que vous avez vus, disons, à l'extérieur. Vous avez parlé de trafic d'enfants. Mais tout ceci quand même est vrai, surtout quand on parle de la côte du golfe de Guinée, de notre pays en particulier. On est indexé comme un pays repère de trafic d'enfants. Non, mais... non. Pourquoi ça vous choque? C'est choquant parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que il suffit qu'une tante laisse à sa soeur ou à son petit frère son enfant, et puis on va dire que l'enfant est esclavagisé. Et puis on monte toute une scène autour pour faire plaisir à l'Occident, aux Blancs. Parce que eux, ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas l'Afrique sous un angle d'une Afrique nouveau, d'une Afrique qui prospère, d'une Afrique évoluée. Ils veulent toujours nous montrer, comme je viens de le dire, sous l'angle... L'enfant malade. L'enfant malade, sous-homme, esclavage, colonisation, ces trucs-là, quoi. Et donc, c'est pour ça que dès qu'il y a un petit truc, on l'amplifie pour montrer que le noir est un sous-homme. Donc vous condamnez cette manière de procéder? Tout à fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis au travail. Voilà. Alors vous êtes mis donc au travail et puis comme vous le dites, vous avez voulu ressusciter, comme on peut le dire, les cerveaux noirs que l'histoire essaie de cacher. De cacher, d'occulter. Tout à fait. Ça, je crois que ça c'est la nouveauté, c'est la valeur ajoutée.
Parce que il y en a qui me qualifient d'activiste de la négritude. J'allais vous poser la question, justement. Voilà. Et ils n'ont pas tort, seulement que mes aînés, les Césaire, les Gontran Damas, les Procéda Senghor, qui ont eu l'idée de créer la négritude en 1927, ont eu à parler de la dignité de l'Afrique. Seulement, ils n'ont pas, peut-être c'est le contexte qui le disait, ils n'ont pas pu apporter cet aspect de créativité de l'Afrique. Et c'est ce que moi j'ai pu le faire, j'ai pu prouver dans mon bouquin que les Noirs sont aussi intelligents que les Blancs, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que les premiers inventeurs, les premiers mathématiciens, c'était des Noirs, comme vous et moi. Et on a occulté complètement tout ceci. Donc c'est la valeur ajoutée que moi j'ai apportée. Et puis de nos jours, alors où je vous parle, il y a encore des grands inventeurs africains. Voilà, bon, c'est en vous lisant que j'ai été surpris de lire, par exemple, que l'ordinateur le plus rapide au monde a été inventé par un Noir. Tout à fait, un Nigérian, Philippe Emeagwali. Il a celui qu'on surnomme le Bill Gates africain. Il a à son actif au moins 6 brevets. 6 brevets. À l'heure où nous parlons, il vit aux États-Unis. Mais voilà. Il est surveillé, même ses promenades sont surveillées. Donc, il travaille 16 heures par jour et il a fait gagner des milliards et des milliards aux États-Unis. Des milliards et des milliards. Il a résolu des problèmes insolvables avant grâce à son invention. Alors que l'Africain en reste de tout ça. L'Afrique n'en profite pas de ses fils. Mais voilà, vous avez dit tantôt qu'il est aux États-Unis et qu'il est très surveillé. Est-ce qu'il aurait pu faire cette invention en Afrique? Oui et non, parce que bon, quand on prend par exemple Souleymane Atta Diouf, le Sénégalais qui a inventé le train électrosolaire, le bateau électrosolaire, il est resté en Afrique. Il est resté au Sénégal. Il a pu le faire grâce à ses propres fonds et aux fonds de ses amis. Mais c'est vrai, c'est une exception. Donc le oui, c'est un petit oui. Mais le non va être un grand non. Parce que pour pouvoir exceller dans le domaine technique, dans tous les domaines d'ailleurs, il faut un bon environnement. Il faut que l'environnement s'y prête. Alors qu'en Afrique, justement, on n'a pas cet environnement-là. Voilà. Et je crois que là, vous touchez donc au grand problème donc, de l'Afrique, le problème de l'environnement en général. Alors, donc, une fois, je dirais, c'est des réhabilitations, si on peut ainsi dire, du cerveau africain faites, vous pensez donc qu'on ne peut pas, au vu de tout, disons, de tous ces acquis, de toutes ces compétences, accepter la condition actuelle de l'Afrique? Oui, parce que, si vous voulez, nous les Africains, on est passifs. Il y a France Fanon qui disait, dans Pour Noir Masse Blanc, le noir, après avoir été esclavagisé, il s'auto-esclavagise. C'est-à-dire que si nous voulons notre indépendance, c'est à nous de la prendre. Mais on est indépendant, par exemple le Bénin depuis 60 est indépendant. Oui, mais c'est une indépendance nominale. Une indépendance, ça ne se donne pas. Alors que là, on nous a donné. Ça veut dire que... Après de longues luttes quand même de nos... Oui, mais De Gaulle, quand il nous donnait l'indépendance, il ne l'a pas donné comme ça. C'est sous la pression de certaines puissances. Les Américains, les Hollandais, les Anglais. À la réunion des Nations Unies qui lui mettaient la pression parce qu'eux, ils ont déjà donné l'indépendance à leurs anciennes colonies. Mais avant tout cela, il y a eu quand même la lutte pour l'indépendance des intellectuels africains, disons, du continent. Le continent n'est pas resté assis. Si, le continent est resté assis depuis. Après les indépendances. Tout à fait, parce qu'il suffit de faire le constat. On n'est pas réellement indépendant. L'indépendance qu'on nous a donnée, déjà une indépendance ne se donne pas, une liberté ça ne se donne pas, ça s'arrache. Donc le fait qu'on ne l'a pas arraché, qu'on nous a donné, on nous a donné sous certaines conditions. Cela veut dire que, oui, on vous donne l'indépendance, mais vous allez continuer à rester dans un réseau, le réseau France-Afrique par exemple. Notre armée va toujours rester sous vos sols, puis va intervenir quand il y en a un qui ne veut pas respecter nos conditions, par exemple.
hein, etc., etc. Donc, on n'est pas réellement indépendant. L'Afrique n'est pas réellement indépendante. Si je prends par exemple, prenons un exemple tout simple, l'argent que nous utilisons, le franc CFA. Le franc CFA. On a essayé de l'habiller, le C est devenu communauté, mais en fait, c'est colonie. Le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça en réalité. Donc, aucun pays ne peut être indépendant en utilisant une monnaie qui n'est pas la sienne. Aucun pays. On n'a pas une monnaie propre. C'est pour ces raisons d'ailleurs que j'ai évoqué dans mon bouquin une Afrique unie, une Afrique forte, une Afrique qui doit avoir sa monnaie. J'ai proposé le chati. Parce que le chati, c'est la monnaie que l'on utilisait dans l'Égypte antique. Nos pharaons utilisaient déjà cette monnaie. C'est en vue de tout ça qu'on peut émerger. Nous devons prendre notre destinée en main. Oui, bon, disons, c'est toute la problématique de votre livre. Et justement, vous avez parlé de monnaie, vous avez parlé d'Égypte tout à l'heure, vous avez parlé d'unité, d'union. Mais permettez-moi de vous faire remarquer que quand on regarde aujourd'hui la situation de l'Union africaine, telle qu'on en parle aujourd'hui, mais ça fait des années que non seulement l'OIA est morte, et puis maintenant l'Union africaine, mais on a des structures qui ne fonctionnent pratiquement pas, si tant est que nous voulons vraiment être unis. Alors, qu'est-ce qui nous empêche donc d'avoir des structures viables et fonctionnelles pour l'Afrique? Tout simplement parce qu'on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant, on a toujours la chaîne coloniale mentale qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est ça. Mais voilà, donc lorsque vous parlez des chaînes coloniales mentales, mais cela veut dire donc que ce n'est plus le colon qui nous tient. Là, nous nous tenons nous-mêmes. Tout à fait. Par notre manière de penser. Tout à fait. Alors, mais comment briser donc cette manière-là de penser? C'est à nous de le faire. Il faut conscientiser la jeunesse, sensibiliser la jeunesse. C'est la jeunesse qui doit se lever pour responsabiliser les gouvernements. C'est ça. Parce que le problème vous invitez les jeunes à faire la politique, c'est ça? Non, j'invite les jeunes à se prendre en main, à voir la réalité des choses, à demander à ce que les responsables, le gouvernement soient responsables, sinon les faire partir s'il le faut. Parce que s'il n'y a pas de changement, l'Afrique, on ne va pas s'en sortir. On ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Alors que moi, je crois qu'aujourd'hui, on rentre dans une période que l'on nomme la globalisation, la mondialisation. Le monde n'est plus comme il y a 50 ans. Et puis, on a quand même aussi cette chance qu'aujourd'hui, la personne la plus puissante au monde, c'est un Africain, Barack Obama. Donc, un Africain-Américain. Africain-Américain, mais c'est un Africain quand même. Donc, ce dernier est prêt pour aider la jeunesse africaine. Il est prêt pour un changement réel. D'ailleurs, je lui ai envoyé un de mes bouquins, puisque je lui ai écrit une lettre à ce propos. Donc, c'est à la jeunesse de se réveiller. La jeunesse est capable de responsabiliser le gouvernement. Tout à fait. La jeunesse est capable de mettre sur pied des institutions pour servir le peuple. La jeunesse est capable d'apporter des valeurs, de nouvelles valeurs de richesse pour son peuple. Alors là, bon, vous, depuis que vous êtes là quand même, vous avez suivi un peu, disons, la vie sociale au Bénin. Est-ce que la jeunesse n'est pas assez active? Non, la jeunesse n'est pas assez active. Ah bon? La jeunesse n'est pas assez active. La jeunesse n'est pas assez active. Il faudrait qu'il y ait plus de mouvement. Hein? Il faudrait qu'il y ait plus de mouvement. Pour l'instant, ça ne décolle pas. Ouais, mais mouvement dans quel sens? Vous voulez que les gens se lèvent, marchent tous les jours ou bien non, quoi? Je vous ai dit qu'il faut déjà la conscientisation. Il faut déjà qu'on crée des structures, en commençant par les niveaux locaux, hein, se réunir, si c'est hebdomadaire, pour cogiter, pour transcender déjà la situation. Et après, une fois que la conscientisation elle est faite, passer à l'action. On dort un petit peu. Il faut se réveiller. Le monde bouge, vous savez.
La mondialisation, c'est mais justement, vous me permettez, je ne vous arrête pas, mais est-ce que vous pensez réellement que l'Afrique a conscience de ce processus de mondialisation? Que les Africains l'ont compris? La jeunesse est consciente, ou commence par être consciente. Donc la première étape commence par être faite. Mais là, c'est la deuxième étape qui n'est pas encore faite, c'est-à-dire la prise en main, commencer tout de suite, commencer par bouger les choses. Mais comment? Mais c'est pas la jeunesse qui, comme on le dit, qui a le dernier mot. Ah si, la jeunesse peut avoir le dernier mot. On a les institutions, on a des structures, on a si vous voulez, des gouvernants, on a tout. La jeunesse ne peut que proposer. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous voulez dire qu'on a des structures, mais il faut que les structures fonctionnent comme il se doit. C'est des structures de façade. Si on prend par exemple nos banques, les BCAO, consorts, on ne gère rien. Notre monnaie, c'est pas nous qui gérons. Comment on ne gère rien? Eh ben, c'est pas nous qui gérons nos monnaies, puisqu'on n'a pas une monnaie propre à nous. Mais on gère les CFA quand même. Non, on ne gère pas le CFA. Et qu'est-ce qu'on fait? Le CFA est géré par la France. Nos billets que nous utilisons sont coupés par la France. On ne gère rien au niveau monétaire. Mais il y a d'autres pays dans le monde, par exemple, qui utilisent le dollar, comme les Américains. Oui. Ils ne sont pas plus mal que ça. Oui, mais c'est pas pareil. La culture... Est-ce que le problème est dans la monnaie, ou bien comment s'appelle la monnaie, ou bien dans la manière dont nous utilisons nous-mêmes? C'est l'un des facteurs. La monnaie aussi, c'est un élément. Parce que pour se développer, il faut avoir sa propre monnaie. Mais ça ne suffit pas. Je vous ai dit, il faut avoir une démocratie. Il faut pouvoir accéder au suffrage universel. Il faut des institutions fiables. Il faut la création de nouvelles richesses. Il faut la gestion des conflits sans passer aux armes ou aux machettes, comme on est en train de constater en Guinée actuellement. C'est tout ça qui feront que l'Afrique va sortir de sa situation et évoluer. Il faut une nouvelle Afrique en marche. Alors, ce faisant, en parlant de cette manière-là, vous avez dit tantôt que les gens vous traitent ailleurs d'activistes de la négritude. Moi-même, j'ai eu la même impression. Mais est-ce que vous ne faites pas aussi un peu quand même de l'afro-pessimisme, comme on a eu à l'appeler à un moment donné? Non, moi, c'est l'afro-optimiste. Vous croyez? Oui. C'est l'afro-optimiste parce que j'ai bien dit que les Noirs doivent se prendre en main. C'est-à-dire, moi, je passe à l'action. Moi, je ne suis pas dans le passé depuis 3000 ans, 50 000 ans. Non. Vous êtes dans le présent. Le présent et puis dans le futur. Si vous regardez dans mon bouquin, vous allez voir que j'ai fait même des propositions. Mais bien sûr. Tout ça de manière assez concrète. Et c'est justement à ce niveau-là que j'allais pour finir cette émission, puisque là, nous sommes pratiquement déjà à la fin. Alors, si vous aviez aujourd'hui la possibilité, c'est pas de parler donc à des décideurs, ou bien comme on le dit, de proposer quelque chose au continent noir ou tout simplement au peuple béninois, et quelles seraient vos, disons, 3-4 principales propositions pour que vraiment vous dites que les choses commencent pas à changer, pour impulser mes 4 principales propositions. Mais ne serait-ce que 2, que vous jugez de fondamental. Il faut déjà passer par la conscientisation, ça c'est sûr. Mais qui va le faire? C'est les jeunesses qui va se conscientiser ou bien les aînés qui vont conscientiser la chose? C'est vous, moi, tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés, qui sont dans la même dynamique que nous. Ce n'est pas le blanc qui va venir nous le faire. Nous-mêmes. Nous-mêmes, les Africains eux-mêmes. L'Afrique sera développée par les Africains. Le Bénin sera développé par les Béninois. Donc il faut la conscientisation. Il faut la conscientisation. Ensuite, il faut la démocratie. On l'a déjà au Bénin, on l'a déjà sur le continent depuis une vingtaine d'années. Oui, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Les pays africains, je veux dire. Voilà. Donc si on prend le cas de la Guinée, il faut que le processus continue. Voilà. Suffrage universel. Oui. Il faut des institutions fiables. Il faut la création de nouvelles richesses. Voilà quelque peu les pistes à explorer. Pour une Afrique prospère. Une Afrique mûre et responsable. Responsable et prospère.
Mais voilà, mais monsieur Tony Follet, et j'espère que... Bon, mais voilà, mais avant de vous laisser partir, je ne vous laisserai pas partir comme ça, sinon j'aurai trop de coups de fil. Alors, vous avez fait ce livre-là à l'extérieur, maintenant vous le présentez donc aux Béninois. Quand est-ce que les Béninois peuvent le lire? Est-ce que les Béninois peuvent le lire ici? Je veux dire déjà, est-ce que le coût, et puis est-ce que il est disponible sur le marché? Sur le marché béninois, pas encore. Il est sorti en France, il est à 20 € là-bas. C'est beaucoup déjà, hein? Oui, donc ici, je ferai un prix africain. C'est-à-dire 10 €. 10 €. Je suis vendu ici à 10 € très bientôt. Donc, je suis là pour toutes ces démarches. J'ai été déjà voir les librairies Notre-Dame. de la place, voilà. Les librairies sont sur la place pour la suite, quoi. Pour la vente de mon livre sur le marché béninois. Donc, ça ne saurait tarder. Ce qui veut dire donc qu'incessamment, on pourrait avoir donc ce livre-là de M. Patrice Tony Follet, Devoir de vérité aux Noirs, les Noirs doivent se prendre en main. Je ne sais pas si on peut dire encore plus que ça. Alors, éventuellement, un dernier mot envers cette jeunesse que vous voulez vraiment consciente, même si vous n'êtes pas Claudicia. Je dirais qu'il faut que la jeunesse prenne conscience en elle. Il faut que la jeunesse espère. L'Afrique n'est pas maudite. C'est faux. On a de grands inventeurs en Afrique. Je l'ai prouvé dans mon bouquin. On a de grands penseurs en Afrique. Tout est parti d'ici. Donc l'Afrique n'est pas morte. L'Afrique est peut-être en agonie, mais elle n'est pas morte. Donc je dis à la jeunesse d'avoir espoir et de continuer tout de suite. De se prendre en main et d'agir tout de suite. Voilà. Bon, ben, merci à vous, monsieur Patrice Tony Follet. Nous sommes donc déjà à la fin de cette émission. Merci. Message d'espoir à la jeunesse. Il faut être conscient et puis agir. Agir dès maintenant parce que demain peut être déjà trop tard. Et surtout agir pour demain, pour que nous soyons sûrs que l'Afrique de demain ne serait plus celle d'aujourd'hui. C'est ce que nous pouvons dire. C'est le message donc notre invité de ce soir est venu partager avec nous, avec son livre Devoir de vérité aux Noirs, les Noirs doivent se prendre en main, qui serait bientôt disponible sur le marché. Merci à vous qui êtes restés devant vos petits écrans jusqu'à la fin de cette émission. Merci beaucoup.